Il y a quelques questions qui sont laissées par les auditeurs qui nous regardent un peu partout dans le monde sur notre page Facebook. Il y a d'abord ce constat de Manuel Baike. Il dit qu'il a l'impression d'avoir à l'antenne un homme politique. Bon, ça dépend comment il définit la politique. C'est ça aussi. Si la politique est définie comme le disent les évêques dans leur message du 26 avril 2016, soyons responsables dans la justice et la vérité. Ils ont défini, je peux me tromper sur le titre, mais c'est à peu près ça, ils ont défini la politique comme faire son devoir citoyen. Je réfléchis sur des réalités de ma cité. Est-ce que l'auteur, celui qui dit qu'il a l'impression d'avoir affaire à un homme politique, peut me dire que la question qu'on m'a posée n'a rien à voir avec la cité? Si on me demande de dire qui est Dieu, il verra très bien que je suis religieux. Mais la question qu'on m'a posée a trait à la vie en cité. Donc je ne peux pas commencer à dire Dieu a dit que non, je serais un non-sujet. On va me tourner au ridicule, ceux qui nous écoutent. Donc il faut aussi se dessaisir un peu de ces classifications, c'est politique, c'est ceci, c'est cela. Et la vie de la cité concerne tous les citoyens, y compris un prêtre, un pasteur, un imam. Il y a aussi cette intervention de celui dont on a parlé ces derniers temps et qui avait entre-temps travaillé aux côtés de la dynamique Podro avant et de se rétracter, Sadma Komla Sadouritou. Il dit quelle est la position de la conférence des évêques du Togo et de l'église catholique par rapport au fait d'investir un candidat à une élection présidentielle dans une église catholique durant une messe, de tasser le président de la République de vagabond en pleine campagne électorale aux côtés d'un candidat de l'opposition et de traiter un autre candidat de traité de Judas. Et voilà un certain nombre de commentaires qui sont laissés par cet auditeur. Oui, je voudrais d'abord présenter, en tant que fils de l'Église et en toute humilité, des excuses à ceux que les propos de Monseigneur Philippano Okpodjo a blessés. Parce que moi-même, je ne partage pas l'ensemble du contenu de ce que ce père de la foi a laissé à la place publique. Mais je ne suis pas en train de juger Monseigneur Podro. Je suis en train de me positionner par rapport au contenu de certaines déclarations. Cela dit, le combat de Monseigneur Podro, je crois que c'est un combat noble, c'est le combat pour l'alternance, mais il y a des personnes qui sont profondément blessées par certains propos. Monseigneur Podro a son charisme. Et dans le déploiement de son charisme, quand on parle de charisme dans l'Église catholique, c'est un don particulier que Dieu a donné à quelqu'un. Dans le déploiement de son charisme, il a pu offenser des gens, il a pu même initier des choses qui n'ont pas nécessairement reçu préalablement l'accord de qui que ce soit. Et donc, il ne faudrait pas non plus que les citoyens togolais puissent réduire toute l'Église catholique à Monseigneur Podro. En plus, Monseigneur Podro, c'est un évêque émérite. C'est-à-dire que c'est un évêque à la retraite. Quand un ancien ministre parle, il parle en tant qu'un ancien ministre. Quand un ministre en fonction parle, il parle en tant que ministre. Et donc, je crois qu'il faut un certain nombre de considérations. Les gens donnent trop d'importance à certains détails, à mon avis. Qu'on ait investi un candidat à l'église avec drapeau, tout ça. Je ne suis pas celui qui est mandaté pour jauger ça. Mais personnellement, comme prêtre, je ne le ferai pas. Mais qu'un homme charismatique puisse le faire, je pense qu'on doit aller à d'autres choses. Qu'est-ce qui est visé? L'important, c'est que nous puissions avoir un Togo apaisé, prospère pour tous, où les valeurs démocratiques sont respectées. Cela dit, nous devons aller à l'essentiel. Moi, je pense que je ne vais pas commencer à donner ces détails. Je ne pense pas que c'est la conférence des évêques du Togo qui s'est réunie
et a dit à Monseigneur Podro, va investir un candidat dans une église. Bien, merci, mon père. Nous allons retourner au téléphone pour la suite des échanges avec les auditeurs. Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, vous êtes en direct. Ah, c'est Jacob de Sopota. Oui, allez-y. S'il vous plaît, j'ai le seul opportunité pour rencontrer mon père à Pognon, mais je ne trouve pas aucune solution. Donc, je voulais qu'il me trouve une solution tout de suite, quoi. Sinon, j'ai envie de le rencontrer avec lui. Vous avez envie de le rencontrer? Oui. Oui, mais si vous avez envie de le rencontrer, vous rappelez la radio à la fin de l'émission et il vous donnera son numéro. Et okay, vous allez là régler votre situation ou votre problème en famille. Après Jacob, depuis Bekota, nous allons prendre notre auditeur. Est-ce que nous avons quelqu'un qui est en ligne? Allô, bonjour. Bonjour. Ouais, c'est ici. Oui, comment vous allez? Oui, je rentre encore en ligne aujourd'hui. Comment vous allez? Oh, ça va. Après le virus, plus ou moins, quoi. Ça dit c'est parti, c'est pas parti, on sait pas. Et voilà, quoi. Non, c'est pas parti, c'est ce qu'on nous a dit officiellement. Oui, la fin du couvre-feu ne veut pas dire que la pandémie est terminée. Au moins ça nous a été dit clairement. Oui. Voilà. Ça dit que il n'y a que des crises au Togo depuis l'indépendance. Hein? Ce pays va de crise en crise. Le corona a atterri pour parer un peu à l'injustice au Togo et dans le monde, je pense. Et pour tout remettre en ordre un peu. Voilà. Et je me rends compte que du coup, les gouvernants ont sauté dessus pour profiter encore. C'est-à-dire qu'on a instauré le couvre-feu. Et il y a eu des violences. Il y a eu même eu des morts. Ils ont instauré des taxes pour les récalcitrants, tout le reste. Et puis, il y a eu une histoire de novices, tout ça là. Seulement, on ne donne que 5 000 francs aux gens. 5 800 ou 5 000 pour les hommes, tout ça. Alors que au Sénégal, qui n'a aucune ressource, le Sénégal n'a que le tourisme, on donne 160 000 francs aux nécessités là-bas. Comment se fait-il? Bien. Voilà, merci, c'est pas normal. Merci pour ces commentaires, Madame Essi. Nous allons, après Madame Essi, chercher un autre auditeur que nous allons insérer. Non, nous allons quand même vous soumettre d'autres questions qui sont laissées sur notre page Facebook par les auditeurs, notamment Magloire Maouvi. Il dit qu'il voudrait vous demander pourquoi est-ce que les enseignants de l'Église catholique ne sont pas payés dans le cadre des mesures d'accompagnement décidées notamment par les autorités depuis quelques mois. Voilà la question. Oui, merci. Je lui dis un sincère merci. Nous sommes en contact avec les ministères en charge de l'éducation. Il nous a été demandé, et ça fait déjà bientôt 3 semaines, de déposer l'état de nos salaires mensuels. Quand je dis nous a été demandé, je veux dire l'enseignement catholique et l'enseignement protestant. Nous avons déposé ces documents au ministère depuis bientôt 3 semaines. Nous espérons que les autorités sont en train d'y travailler. Nous prions et nous continuons à attendre qu'un geste puisse se faire parce que nous avons été suffisamment explicite quand le gouvernement a bien voulu rencontrer les privés laïcs et les privés confessionnels. Cette rencontre avait eu lieu au ministère des enseignements primaires et secondaires avec 4 ministres du gouvernement, celui en charge du travail, les 2 qui ont en charge l'enseignement primaire, secondaire, et technique et formation professionnelle, et leurs collègues qui ont en charge l'économie et les finances. Donc, nous espérons que dans les jours qui viennent, quelque chose pourrait se faire pour soulager nos enseignants qui sont vraiment dans une situation très, très difficile.
Très souvent, beaucoup d'auditeurs, certains, et comme ici, madame ici qui vient de partir, et font des comparaisons avec ce qui se passe ailleurs. Et là, sur le programme Novici, qui est en train d'être remis sur la sellette, les gens font des comparaisons avec certains pays. Là, elle fait sa comparaison avec le Sénégal. Est-ce que nous avons les mêmes réalités? Est-ce que nous avons les mêmes moyens? Bon, ce que je sais, nous sommes dans la même région. Ça, au moins, c'est la CEDEAO. Et la CEDEAO a quelques standards qui, malheureusement, n'est pas respecté chez nous. Mais c'est quoi les standards? Il faut le dire. Je ne vais pas prendre tous les domaines, mais il y a quand même des réalités qui émanent de la CEDEAO et qu'on doit pouvoir trouver dans les différents pays de la CEDEAO. Je n'ai pas sous la main les tests et tout ça, les spécialistes le feront. Mais comme moi je sais, sur le plan économique, il n'y a pas photo entre les différents pays de la CEDEAO. On ne peut pas faire des comparaisons avec le Nigeria, avec le Ghana ou le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Le Togo, il est très loin derrière. Oui, nous sommes d'accord parce que l'économie, même quand vous prenez les pays de l'Union européenne, ils n'ont pas le même niveau. Je suis d'accord, ça aussi. Voilà. Est-ce que, par exemple, certains veulent qu'au Togo, si on donne 186 000 comme au Sénégal, est-ce que le Togo a cette capacité-là? Non, je suis d'accord que nous n'avons pas le même niveau de vie. Mais je crois que ce que les citoyens cherchent à dire, c'est que dans notre pays, on a l'impression qu'il y a quand même un taux de pauvreté qu'il faut améliorer. Et ça, même quand on lit des tests du PNUD, et même du gouvernement, je pense qu'on reconnaît qu'on doit travailler pour vraiment améliorer les conditions de vie des citoyens et vraiment réduire le taux de pauvreté. Ça, c'est des éléments qui sont réels. Mais cela dit, il ne faudrait pas non plus qu'on tombe dans ces comparaisons, comme si notre gouvernement ne fait rien. Moi, je suis contre tout ce qui est diabolisation. On ne peut pas diaboliser notre gouvernement, on ne peut pas diaboliser ceux qui nous gouvernent. Ça n'apporte rien. Il vaut mieux dire, notre gouvernement a pu faire ceci, ceci. Par exemple, notre gouvernement, durant cette période de crise, a pu améliorer la situation sanitaire de certaines structures, au moins dans les régions. C'est quelque chose. Même si on critique Novici, n'empêche que de l'argent est sorti. Certains disent même que le montant qui est communiqué, qu'on a servi aux gens, il faut auditer. Bon, d'accord, on verra bien, mais tout compte fait, de l'argent est sorti. Et puis, il y a d'autres mesures. Aucun État ne s'est préparé pour gérer la pandémie à la Covid, et encore moins notre État. Mais tout ceci repose une question de fond. Et cette question de fond, c'est la bonne gouvernance et la reddition des comptes. En démocratie, il faut informer les populations. Est-ce que, quand le budget est voté, plus de la moitié du Togolais savent ce qu'est le budget et qu'est-ce qu'il y a dedans? Et quand le budget est exécuté, est-ce que plus de la moitié des Togolais, dans le cas de la reddition des comptes, ils sont au courant de ce qui a été fait? Des gens pensent même que quand un budget est élaboré, l'argent est quelque part, on va puiser simplement. Quand le chef de l'État a annoncé qu'on va mobiliser, je ne sais pas, 400 milliards pour gérer la crise, moi, même si je n'avais pas rencontré le ministre de l'économie et des finances en personne, pour moi, c'était de l'argent disponible. Les 400 milliards sont quelque part. Pour moi, c'était de l'argent disponible. C'est lui qui a expliqué. Et je lui ai dit, monsieur le ministre, pourquoi vous n'expliquez ça? Vous n'expliquez pas ça? Quelle était l'explication? Non, il a dit qu'il fallait... que chaque État peut annoncer ce qu'il veut. Un État peut annoncer même 1000 milliards et tout. Mais après, il faut mobiliser. Et il faisait comprendre, je pense qu'il n'était même pas encore, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il n'était même pas encore à 100 millions. Ils étaient très loin du compte. Oui, du compte. Donc, ils étaient en stratégie de capitalisation de ressources et tout ça. Mais ça, il faut le communiquer à la population. Moi, je plaide pour une bonne stratégie de communication du gouvernement. Parce que quelquefois,
le gouvernement communique et les communicateurs biaisent la communication. Ils font un truc simplement pour un truc élogieux à l'endroit de son excellent monsieur le chef de l'État, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je me dis, si on ne corrige pas ça, c'est comme si les communicateurs étaient là simplement pour encenser le chef de l'État. Il faut une communication plus stratégique qui fait que le citoyen prend sa responsabilité et découvre les difficultés de l'État, puisque finalement, l'État, c'est nous tous. Bien,